Pour cette deuxième soirée sur l'endométriose, ce deuxième live sur l'endométriose, donc hier nous avons évoqué les différents symptômes qui doivent nous amener à consulter quand on suspecte une endométriose. Et aujourd'hui, on va aborder avec le professeur Cyril Touboul, gynécologue obstétricien à l'hôpital Tenon à Paris, grand spécialiste de la prise en charge de l'endométriose, les questions des différents niveaux de prise en charge. On va aborder les questions des traitements, en particulier des endométriomes qui sont les kystes ovariens. On abordera également les questions de la préservation de la fertilité. Et puis, on est également en direct avec le professeur Isabelle Thomassin, qui est radiologue et qui a une grande expertise dans les différentes techniques d'imagerie, l'échographie et l'IRM, pour caractériser et évaluer les lésions et leur étendue. Alors, cette fois, je vais réussir à l'inviter. Voilà. Alors, Cyril, on se cherche. Ah. Voilà. Cyril doit être près de là. Voilà. Voilà, c'est bon. On va être en contact très rapidement avec Isabelle Thomassin, le professeur Isabelle Thomassin et le professeur Cyril Touboul, qui sont en train de se connecter. Voilà, ça y est. Nous avons réussi à les rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir Isabelle. Et bonsoir Cyril qui est à côté. Bonjour, bonjour. Désolé, ça a été chaotique. On n'est pas très habitué à utiliser Instagram, nous. Voilà. Eh bien, écoutez, ça y est, on vous voit tous les deux. Donc, on vous laisse prendre la parole et nous expliquer de quelle manière on fait le diagnostic d'endométriose et de quelle manière on les prend en charge. fait les examens. On les prend en charge, absolument. Très simplement, on a l'habitude de voir des patientes en consultation qui viennent pour des symptômes, donc pour des douleurs. Après, alors pour resituer un petit peu, ici à Tenon, on est centre de référence endométriose Île-de-France et même national. Et donc, il va y avoir maintenant une hiérarchisation des prises en charge pour l'endométriose. Donc, les patientes, elles viennent pour des symptômes, mais possiblement, elles viennent aussi parce qu'elles sont adressées avec déjà le diagnostic. Alors, la première chose, c'est qu'une fois qu'on a une patiente qui vient pour des symptômes de douleur, principalement, on va faire tout un interrogatoire clinique et on va demander une imagerie. Et c'est là que je me tourne vers le professeur Thomassin. Souvent, on a une échographie et on va demander, donc, pour confirmer le diagnostic, une échographie d'expert ou une IRM pelvienne pour faire le diagnostic. Oui, donc bonjour à toutes. C'est vrai qu'en général, l'endométriose n'est pas facile. En imagerie, les premiers signes en fait en IRM ont été décrits il n'y a pas très très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'en plus de l'échographie, on avait une technique complémentaire qui était l'IRM, qui était aussi très utile pour faire le diagnostic d'endométriose. Donc, il y a plein de formes d'endométriose. Il y a l'endométriose qui touche les ovaires, et ça, l'échographie est extrêmement performante pour faire les diagnostics de kystes endométriosiques, d'endométriome. Et puis, on sait que l'endométriose peut aller se nicher dans des endroits plus difficiles à voir, notamment, en fait, on peut aller sous le péritoine et atteindre certains muscles et créer généralement des douleurs. Et c'est là, du coup, que la coordination entre le clinicien qui examine sa patiente, l'échographiste qui peut être soit le radiologue, soit le gynécologue, et puis l'IRM va prendre toute sa place. C'est pour ça qu'on a développé un système de diagnostic en un jour à Tenon, parce qu'on fait tout en même temps, de façon à ce que du coup la patiente voit tous les intervenants en même temps, puisse bénéficier, parce que c'est vrai que souvent il y a des préparations digestives qu'on peut demander, ou on peut être amené en fait à du coup faire des fusions entre les images d'IRM et d'écho. Et du coup, c'est vrai que le fait de tout faire la même journée, d'abord, permet d'avoir un meilleur diagnostic et permet aussi de pouvoir tout de suite dire à la patiente, rassurer la patiente, heureusement, de temps en temps, ou alors lui expliquer
qu'est-ce qu'on a trouvé et puis lui proposer une stratégie thérapeutique. Et ça, c'est évidemment des gynécologues qui revoient les patientes après l'ensemble des examens. Donc, moi, globalement, je demande au professeur Thomasin de faire une cartographie des lésions ou déjà de me dire s'il y a des lésions d'endométriose ou pas. Parce que première chose, pour les jeunes femmes, surtout pendant l'adolescence ou en fin d'adolescence, toutes les douleurs de règles ne sont pas liées forcément à l'endométriose. C'est ce qu'on a vu hier, justement. Comment faire le diagnostic? Deuxième chose, quand on suspecte une endométriose, soit il y a le diagnostic d'imagerie, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est les symptômes, puisqu'on ne va pas prendre en charge des images, on va prendre en charge très bien. des symptômes. Donc le premier but, c'est de soulager les symptômes des patientes. Globalement, deux grands symptômes, je pense que vous l'avez décrit hier, c'est les douleurs et tout le cortège avec les douleurs pendant les rapports, les douleurs pendant les règles, etc. Et le deuxième type de symptôme, c'est l'infertilité. C'est ce qui pose de grands soucis aux patientes. Alors, il y a une question que je vois passer. Est-ce que je peux avoir une endométriose si je ne vois rien en écho et en IRM? Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'on sait qu'en IRM, on ne voit pas, par exemple, les atteintes superficielles. On ne les voit pas. Elles peuvent être source de symptômes. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne trouve rien en imagerie qu'on dit c'est sûr que vous n'avez pas d'endométriose. C'est vrai qu'on va essayer quand même de traiter les douleurs avec différentes façons et on ira plus loin que si réellement les douleurs sont résistantes. Mais ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'il n'y a strictement rien en imagerie qu'il n'y a forcément rien. C'est vrai que l'IRM permet de mieux exclure la maladie que l'échographie, mais ce n'est pas une technique où il y a 100% et donc il peut y avoir des formes qu'on peut ne pas voir en IRM. Et dans ce cas-là, alors qu'est-ce que vous proposez s'il y a une forte suspicion clinique, mais que l'IRM et l'échographie ne montrent pas d'image évocatrice? Alors déjà, comme de toute façon la prise en charge, c'est les symptômes, on essaie de soulager les symptômes. Donc globalement, la stratégie dans les traitements, c'est qu'on commence, on fait des gradations de traitement. On ne va pas tout de suite d'emblée opérer des patients. Donc on va essayer d'abord des traitements médicaux qui seront adaptés aux demandes des patientes. Donc là, c'est ce dont tout à l'heure, on ne va pas proposer le même traitement à tout le monde. Il n'y a pas de généralité, ça dépend de l'âge, ça dépend des symptômes, ça dépend de l'évolution de la maladie. Donc la plupart du temps, on va commencer par un traitement hormonal qui permet de casser le cycle des douleurs pendant les règles associé à des antalgiques. Donc ça, c'est ce qu'on peut proposer en première ligne. Si après on a une forte suspicion et qu'on veut les rechercher, on peut aller refaire des examens, notamment par des experts comme le professeur Thomasin. Et enfin, de temps en temps, on peut aller jusqu'à la cilioscopie et prélever des zones pour vraiment savoir. Hein. Je me souviens l'exemple de patients, on en a... Expliquez-nous ce que c'est qu'une célioscopie. Alors une célioscopie, on met une petite caméra au niveau du nombril. Je regarde si j'ai mes petits... Alors moi, je vais expliquer le terme cartographie. J'ai vu qu'il y avait des questions. Cartographie, c'est quand on veut savoir tout ce qui se passe dans le ventre. Et donc, c'est important parce qu'en fonction de ça, les stratégies sont différentes. S'il y a des lésions dans l'ovaire, on ne va pas faire pareil que s'il y a des lésions au niveau de la vessie ou au niveau du rectum. Donc, c'est ça, faire une cartographie. Alors, vas-y, montre ton stacélio. Alors, vous voyez, vous avez différentes tailles de petits trous qu'on peut faire dans le ventre. Donc, souvent, pour diagnostiquer des tout petits. Et on va voir directement avec une caméra. Et si besoin, on peut prélever une zone. Alors, ce n'est pas la première stratégie. La première stratégie, c'est vraiment l'échographie, l'IRM, la relecture des examens par des experts. Ça, c'est vraiment si on ne trouve pas du tout le diagnostic ou qu'on veut enlever une zone qui paraît très douloureuse à l'examen clinique parce que le traitement médical ne marche pas. Voilà. Alors, j'explique. Là, il y a une question sur un nodule d'endométriose profond. En fait, le nodule d'endométriose, par définition, il est profond. Donc, pas d'inquiétude. Hein. C'est normal. Quand on parle d'endométriose, elle est profonde parce que elle est profonde parce qu'elle rentre sous le péritoine. C'est ça qu'on appelle l'endométriose profonde. Donc, ensuite, en fonction du nodule, en fait, il y a différentes stratégies qu'on peut proposer. Donc, le terme profond n'est pas un terme, en fait, très compliqué. Globalement, peut-être vous en avez parlé, mais il y a l'endométriose ovarienne avec les kystes. Ouais, les endométriomes. Voilà, l'enjeu là, c'est vraiment la fertilité. L'endométriose est très rarement isolée quand il y a beaucoup de douleurs, seulement 1% isolé. Sinon, il faut vraiment chercher d'autres lésions d'endométriose, soit dans la paroi de l'utérus, l'adénomiose, soit l'endométriose qu'on appelle profonde ou sous-péritonéale. Et là, c'est en arrière de l'utérus, dans les ligaments utérosacrés, et éventuellement plus. Hein. Il y a beaucoup de formes différentes. Il y a même des formes qui peuvent attaquer
l'intestin avec des infiltrations intestinales, de vessie, etc. Mais l'important pour nous, encore une fois, c'est les symptômes. C'est-à-dire que s'il y a une forme très étendue mais pas de symptômes, on ne va pas aller forcément faire des traitements très compliqués, quoi. Alors, il y avait une question tout à l'heure, est-ce que l'IRM est indispensable? Si on a trouvé une endométriose en échographie et qu'on fait un traitement et que le traitement marche, il n'y a pas besoin de faire d'IRM. C'est-à-dire que l'IRM, quand on n'arrive pas à trouver d'explication à une symptomatologie, ou alors quand il y a décision d'un traitement chirurgical, parce que là, c'est très important de savoir avant la chirurgie ce qu'il y a comme lésion pour ne pas avoir de surprise au moment de la chirurgie, d'avoir de surprise et éventuellement des complications. Donc, il n'y a pas d'obligation à faire d'IRM, on ne le fait que quand finalement on n'arrive pas à traiter le symptôme et c'est le plus important. Alors, il y a plein de questions et il y a notamment beaucoup de questions sur la pilule. Est-ce que le fait d'avoir pris la pilule pendant 5 ans peut avoir provoqué l'endométriose? Est-ce qu'il faut arrêter la pilule quelques mois avant de faire une IRM pour voir les lésions? Quand une pilule provoque des effets secondaires très importants, qu'est-ce qu'on a comme alternative de traitement? Voilà, il y a beaucoup de questions sur la pilule. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme explication? La pilule ne provoque pas d'endométriose. L'endométriose, on peut considérer dans les dernières, la science récente, on va dire, que ça date de l'état néonatal. 5% des fœtus vont avoir des menstruations par les trompes, avec rétrograde par les trompes. Il y a du tissu endométrial, donc qui est normalement dans l'utérus, qui se dépose en arrière de l'utérus. Et à l'occasion soit de la puberté, soit de phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire qui dépendent de l'environnement, eh bien, peuvent se déclarer, activer des lésions qui étaient quiescentes, c'est-à-dire qui dormaient pendant toute l'enfance et l'adolescence. Voilà, donc l'endométriose, ce n'est pas au moment où on prend la pilule. Donc, quand on prend la pilule, au contraire, il peut y avoir une disparition des symptômes, ça peut masquer les symptômes, et on peut s'en rendre compte. J'ai des patientes qui s'en rendent compte au moment où elles arrêtent la pilule, justement. Oui. N'est pas provoquée par la pilule. Et alors après, non, l'IRM, il n'y a pas besoin d'arrêter la pilule pour faire des IRM. Heureusement, sinon, il quand même. Bon, c'est vrai que quand on prend la pilule, en général, c'est vrai que c'est pour calmer les symptômes et qu'on a des douleurs. Donc, on ne va pas l'arrêter. C'est vrai qu'il peut y avoir des lésions qu'on voit moins bien sous pilule, mais ce sont des lésions ovariennes. Généralement, on les a diagnostiquées déjà avant la prise de pilule par l'échographie. Et les lésions, en fait, qui sont d'endométriose, qu'on appelle profondes, sont peu impactées par la prise de pilule. Donc, non, il n'y a aucune recommandation d'arrêter le traitement avant de faire des IRM. Oui, alors, juste un petit point de traitement. Je vois plein de questions sur certaines pilules. En gros, mais qui ne seront pas les mêmes en fonction de l'âge. On ne traite pas pareil une patiente de 16 ans et une patiente de 37 ans qui fume et qui a des facteurs. Donc, il y a la pilule œstroprogestative. Donc, la pilule voilà, qu'on prend le plus classique. Ouais. Il y a des pilules progestatives, mais attention, maintenant, depuis quelques temps, on prend l'uténil aussi facilement à cause des risques. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a certains examens et tout qu'on peut être amené à faire et donc on les prescrit beaucoup moins largement qu'à une certaine époque. Mais maintenant, il y a un autre type de progestatif qui a moins de risques et qui est efficace, qui est démontré comme efficace dans la littérature, c'est-à-dire dans les études scientifiques. Voilà, il y a les micro-progestatifs, Cerazette, je ne veux pas citer trop de marques, mais enfin en gros, c'est ce type Optimisette et compagnie. Il y a le stérilet au lévonorgestrel, donc Mirena ou le court GEDES, mais qui lui n'est pas forcément, est moins efficace, mais enfin il est plus court. Donc vous voyez qu'il y a différents types de traitements médicaux. Il y a des centres antidouleurs, donc nous à Tenon, on a un centre antidouleur. Si ces traitements sont mal supportés, ne marchent pas, que les patientes sont au bout et avec une qualité de vie qui baisse, eh bien, on peut passer au traitement chirurgical. Et là, c'est là tout l'intérêt de faire vraiment un bilan exhaustif pour connaître toutes les lésions. Alors, on discutait juste avant des scores. Les scores sont à viser des professionnels comme nous. Pourquoi? Parce que le professeur Thomasin, qui vient de publier son score DPUI sur l'extension IRM de l'endométriose, va me servir à moi, qui suis chirurgien. Pourquoi? Parce qu'elle a démontré que plus le score était augmenté, plus j'avais, moi, des risques d'avoir des complications post-opératoires. Oui, alors... C'est pour que moi, je puisse au mieux informer les patientes de leurs risques de complications liées à la chirurgie. Et ça va rentrer dans la décision qui est conjointe entre moi, le chirurgien, et la patiente à qui
voilà, je propose une chirurgie. Alors, on a beaucoup de questions sur la chirurgie. D'abord, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce qu'il y a des séquelles post-opératoires, d'une part? Et puis, il y a des questions sur le fait que, puisque la chirurgie a l'air de traiter les douleurs, pourquoi on ne propose pas davantage de traitement chirurgical pour être radical, plutôt que de donner la pilule à des patientes qui, en plus, ont éventuellement des effets secondaires, comme des petits saignements fréquents ou des migraines ou je ne sais quoi. Bah, en gros, on a deux types d'indications chirurgicales. Soit c'est l'échec du traitement médical ou certains entendent parler de traitement hormonal. Alors après, il y a du pour, il y a du contre, c'est-à-dire que tout traitement médical, qu'il soit chirurgical ou médical, on a des effets positifs attendus et des risques d'effets secondaires. Que ce soit pour les traitements médicaux, la pilule, on peut prendre un peu de poids, mais pas trop, hein, pas plus d'1,5 kg, on peut avoir un peu d'œdème, enfin, il y a des désagréments. Donc après, certaines patientes n'en ont pas et d'autres en ont beaucoup. Et pareil, ça peut être très efficace chez certaines pendant 2-3 ans, au moment c'est plus efficace. Et donc là, on va changer de prise en charge. Deuxième grande indication, c'est l'infertilité quand la fécondation in vitro ne marche pas. Je précise, on va faire systématiquement pour des femmes en âge de procréer, notamment qui n'ont pas d'enfants, des bilans d'infertilité. Parce que s'il y a une infertilité, on va proposer, par exemple, une préservation de la fertilité. Alors, je fais une petite parenthèse. On en a parlé hier, mais c'est bien. Ouais, donnez-nous des informations là-dessus. Alors, c'est là que les niveaux d'expertise des centres sont importants. Nous, à Tenon, par exemple, on a évidemment la chirurgie, on a les traitements médicaux, le professeur Chabert qui est spécialiste endocrino-gynécologie médicale, et le centre de préservation de la fertilité. Donc, c'est-à-dire qu'une patiente, même d'ailleurs pour d'autres pathologies hein, qui peuvent être... mais pour l'endométriose, on va systématiquement analyser la possibilité et l'indication avant tout traitement, qu'il soit médical ou chirurgical, de préservation de la fertilité, c'est-à-dire de récupérer des ovocytes, les congeler, parce qu'il vaut mieux avoir des ovocytes de 35 ans plutôt que se réveiller à 37 ans quand la réserve ovarienne, c'est-à-dire le stock de follicules, est complètement effondré. Oui, bien sûr. Donc, il ne faut pas rater la fenêtre. Donc nous, on se pose systématiquement la question au moment de la prise en charge initiale, à quel âge on est, est-ce que notre patiente a des enfants, est-ce qu'elle en veut et est-ce qu'elle a une indication de préservation de la fertilité avant tout geste, qu'il soit médical ou chirurgical. Donc j'ai dit indication traitement médical, indication traitement chirurgical. Si on a juste une petite lésion sans risque d'atteinte digestive, etc., ça peut être fait dans beaucoup de centres. Si on a des atteintes multiviscérales, des atteintes digestives, urinaires, là, il faut choisir un centre chirurgical expert. Donc, par exemple, on fait une centaine de... Vous en entendez, ouais. Avec des résections digestives par an. Donc, pour ça, il est capable de prendre en charge ce type d'atteinte multiviscérale. Donc voilà les deux grandes indications chirurgicales. Ça se fait par célioscopie ou robot, c'est la voie de préférence, sauf cas particulier. Et donc c'est des petits trous comme ça qui nous permettent de réséquer toutes les lésions. Ça prend, je vais dire, entre 1 heure et 7 heures. Ça dépend vraiment de l'extension des lésions. Et il y a des risques qui dépendent aussi des scores de nos collègues radiologues. Donc de l'étendue de l'endométriose, quoi. Oui, et qui dépendent du type de geste que nous, on a à faire. Par exemple, quand on fait une résection digestive, il y a plusieurs types de résection digestive qui vont entraîner différents types de complications en fonction de ce qu'on fait. Donc, je ne peux pas faire de généralité, je peux juste vous dire que plus les lésions sont importantes, plus il faut se diriger vers un centre expert. Et par contre, toute patiente ne doit pas forcément aller vers le centre expert. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que c'est important d'avoir bien une vision exhaustive. On sait que par exemple les risques, quand on a une atteinte d'un seul côté, des atteintes qui sont autour de l'utérus, ben, ils sont moins importants que quand une atteinte des 2 paramètres par exemple ou des 2 lames. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette IRM avant d'opérer, quelle que soit la chirurgie. On sait que la chirurgie, c'est pas anodin une chirurgie. Quand on fait une chirurgie dans l'endométriose, on peut créer plus de mal que de bien aussi. Il faut avoir ça en tête. C'est pour ça que faire une bonne imagerie, ça permet d'éviter de faire des chirurgies qui seraient finalement sans lésions retrouvées. Mal préparées. Et mal préparées. Et ça, c'est vrai que c'est
c'est d'aller Et il y a des... un ventre, de penser qu'il y a une toute petite lésion et de se retrouver avec une atteinte digestive, etc. Alors, bon, soit on fait rien, Bien soit sûr, bien et on sûr. patiente non informée. Donc l'intérêt, quand on fait un geste, là, pour bien planifier la chirurgie, c'est une bonne image. Et alors après, il y a des questions, beaucoup de questions aussi sur la grossesse, sur Oui, la façon dont on peut obtenir une grossesse, puisque les patients doivent prendre une contraception orale pour traiter les douleurs, oui. et qu'éventuellement leur fertilité peut être un tout petit peu diminuée par la présence de lésions d'endométriose. Donc comment arriver à arrêter la pilule, gérer les douleurs, réussir à mettre en route une grossesse? Qu'est-ce Alors, qu'il faut faire? c'est là que les algorithmes sont importants. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des algorithmes en fonction des situations. Une patiente qui a une très bonne réserve ovarienne, qui est très jeune, on peut tout à fait arrêter la pilule et puis la laisser être enceinte spontanément. Si ça ne marche pas spontanément, on a recours à l'assistante médicale à la procréation, l'AMP. Là, ça peut être à la fécondation in vitro. Donc là, c'est des procédures qui peuvent être un peu plus contraignantes, où il faut faire des suivis, des monitorings, des échographies, des manipulations d'ovocytes pour récupérer les ovocytes et après transférer l'embryon. Ça, c'est les techniques, on va dire, spontanées ou médicales. La chirurgie permet d'augmenter fortement les taux de conception spontanée. C'est pour ça que nous, on le fait chez des femmes jeunes qui ont des bonnes réserves ovariennes. Par contre, une femme un peu plus âgée, entre 35 et 40 ans, qui va avoir un peu moins de stock ovocytaire, on va plutôt d'emblée l'orienter vers la fécondation in vitro. Une question, c'est quoi une bonne réserve ovarienne? Ah, en Ça, gros, on en a un peu parlé hier, c'est pas simple. là, on mesure, on essaye d'évaluer la réserve, le stock folliculaire qui reste au niveau des ovaires par une prise de sang qui s'appelle la MH et par un compte folliculaire à l'échographie. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de la fertilité, donc probablement qu'il y a des choses plus complexes. Donc, j'ai le centre de fertilité juste en dessous, et donc je les adresse pour évaluation de fertilité. Et donc, si eux, ils considèrent que vous êtes bonne candidate pour prendre en charge en AMP, ils vont vous prendre en charge d'emblée. S'ils considèrent qu'il y a un obstacle, comme une grosse masse, un gros kyste qui gêne, etc., ils vont plutôt la référer pour une chirurgie première. Il y a des questions aussi sur c'est très important et nous, quand on fait des études et des papiers, on évalue toujours l'impact que peut avoir la chirurgie sur la qualité de vie, parce que finalement, c'est une chirurgie qu'on fait à visée symptomatique. Et ça, c'est vrai que dans l'endométriose tout particulièrement, on fait ça dans beaucoup de pathologies, mais dans l'endométriose tout particulièrement. Et ça, c'est vrai que dans les décisions de chirurgie, on fait une évaluation de la qualité de vie avant et on voit si elle est améliorée. C'est vraiment un facteur important qu'on prend en compte dans la décision opératoire. Oui, s'il y a beaucoup de douleurs, ça va plutôt pour la chirurgie, parce qu'effectivement, arrêter la pilule, avoir plein de stimulation alors qu'on a énormément de douleurs, ça peut être un peu le parcours du combattant et le calvaire au niveau des douleurs. Donc dans ce cas-là, si on pense que c'est favorable au niveau chirurgical, autant faire d'abord une chirurgie. Après, et il y a beaucoup de questions aussi sur la fertilité. Est-ce que l'endométriose altère beaucoup la fertilité des jeunes femmes? Alors, c'est là où en fait il faut vraiment faire un diagnostic bon. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser trop évoluer les choses non plus. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un bon diagnostic assez tôt, parce que c'est vrai que laisser une endométriose évoluer, c'est vrai que ça peut être impactant pour la fertilité, mais il n'y a pas que ce facteur-là. On va dire que ce soit la douleur, que ce soit l'infertilité, il y a autant de formes que de patientes. Donc, chaque patiente a sa propre fertilité qui dépendra de son âge, de l'étendue des lésions et de choses qu'on ne comprend pas toujours. Donc, il y a des pour la même lésion qui vont être très jeunes, qui vont être fertiles spontanément, d'autres pour des lésions identiques, un peu plus âgées, qui vont être infertiles. Il faut que la fertilité, il y a un couple, l'homme et la femme. Donc, la qualité des spermatozoïdes de l'homme va rentrer en ligne de compte. Donc, il n'y a pas de réponse. L'infertilité est une des conséquences possibles de l'endométriose, mais n'est pas systématique. Ça va dépendre vraiment de chaque forme, de chaque patiente. Alors, une question sur l'échographie. Est-ce qu'on fait une échographie endovaginale interne quand les patientes sont vierges? La réponse est non. On ne fait pas d'échographie endovaginale. Et c'est vrai qu'en fonction de comment sont positionnés les ovaires, on peut bien sûr voir les follicules, en fait, même si on n'est pas en échographie interne. Ce n'est pas infaisable non plus. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas d'échographie en interne qu'on ne voit pas les ovaires. Par contre, c'est vrai que si on ne peut pas faire d'échographie interne, endovaginale, là, il faudra passer à l'IRM pour être sûr qu'il n'y a pas d'endométriose profonde, parce qu'on ne peut pas voir l'endométriose profonde par une échographie suspubienne, enfin externe. D'accord. Donc, oui, on revient toujours au traitement
chirurgicale des patientes, des jeunes femmes là, qui demandent, elles sont plusieurs à demander, si quand elles ne veulent pas prendre la pilule, puisqu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes maintenant qui ne veulent pas prendre la pilule, elles peuvent demander directement d'avoir une prise en charge chirurgicale. Ou est-ce que c'est pas une indication? Ça se discute, c'est-à-dire que moi, je donne les effets positifs de la chirurgie. Je vais vous enlever les lésions. Probablement, je vais enlever les douleurs. Encore que ça dépend. S'il y a de la paroi de l'utérus qui est malade, je ne vais pas enlever un utérus chez des femmes jeunes. Donc on évalue les effets bénéfiques qui vont être attendus par une chirurgie, mais je donne aussi des effets secondaires. Donc si c'est une chirurgie qui nécessite simplement une résection d'un ligament utérosacré, ça ne va pas être très étendu. Donc là, c'est plutôt en faveur, le bénéfice-risque, il est en faveur d'une chirurgie. S'il y a une chirurgie avec atteinte digestive, où je fais une résection colorectale, avec un risque de stomie, par exemple, eh bien, je vais quand même informer qu'il y a des conséquences possibles et des risques de complications potentiellement importants. Et donc, je vais reposer la question, est-ce que vous êtes sûr que vous préférez les risques de la chirurgie que je peux faire, ou est-ce que vous préférez les effets secondaires qu'au départ, vous ne vouliez pas de votre pilule? Donc, en fait, on pèse, il n'y a pas de solution miracle, donc on va peser le bénéfice-risque de chaque type de traitement. D'accord. Bon, beaucoup de patientes aussi posent la question d'arrêter la pilule pour avoir un bébé, mais redoutent beaucoup de voir réapparaître les douleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend des antalgiques? Est-ce que c'est contre-indiqué de prendre des anti-inflammatoires quand on prévoit de faire un bébé? Comment ça se passe? C'est compliqué, oui. Ouais. Bon, là, typiquement, moi, j'ai une patiente. On est reconnecté. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, donc, vous êtes reconnecté. Je vais parler d'exemple d'une de mes patientes d'aujourd'hui qui est très symptomatique, très douce, et qui, du coup, on s'oriente plutôt vers une chirurgie chez elle. Parce que c'est très dépendant de ce que sont prêts à accepter les patientes. C'est-à-dire que nous, on leur propose un schéma de prise en charge. Et à chaque fois, il y aura des avantages, des inconvénients. Donc, si elle préfère se débarrasser des douleurs et en même temps augmenter ses chances de fertilité spontanée, on s'oriente vers une chirurgie, même si elle est plus à risque. Si par contre, elle ne veut pas entendre parler de telle ou telle complication chirurgicale, je dis, alors dans potentiel. Oui, bien sûr, c'est des risques. C'est des risques qui sont assez faibles, mais bon, si ça arrive, oui. Ça arrive dans 5% des cas. Si ça arrive pour une patiente, pour elle, c'est du 100%. Bien sûr. Et alors, on a énormément de questions aussi sur le rapport entre le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et l'endométriose. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ces deux maladies, et est-ce qu'il y a une prise en charge différente, ou est-ce qu'il y a un lien entre ces deux maladies? Imagerie, alors déjà en imagerie, en fait, ça se confond pas. Alors c'est vrai que en tout cas en IRM c'est très facile. En échographie c'est pas du tout la même chose non plus. C'est-à-dire qu'il y a l'endométriome, c'est vrai que c'est un kyste qui est échogène, c'est qui est un petit peu grisé. Le SOPK en général ce sont des follicules qui sont en nombre trop important dans un ovaire qui est augmenté de volume. C'est vrai qu'il peut y avoir en fait, ce qui peut se passer, c'est que quand il y a une endométriose profonde, il peut y avoir des adhérences et donc ça peut créer des ovaires qui sont un petit peu adhérentiels et donc qui sont un petit peu macrofolliculaires. Mais c'est vrai que généralement, le SOPK, ce n'est pas que de l'imagerie, il y a aussi tout un syndrome biologique qui est associé, puis c'est vraiment un diagnostic qui est clinico-biologique. Donc en pratique, pour le diagnostic différentiel, on arrive quand même assez bien avec les techniques aujourd'hui de faire la part des choses. Après, est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Pour moi, à ma connaissance, il n'y a pas de relation entre les deux. Je n'ai pas tellement de prise en charge de SOPK qui est plutôt endocrino. Donc là, c'est ma collègue, le professeur Chabert-Buffet, qui est aussi dans notre bâtiment. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, je vais plutôt demander un avis endocrinologique. Moi, je n'ai jamais eu de problème diagnostique entre les deux. Voilà. Donc, si ça arrive, je pense qu'on peut affiner l'imagerie, voir effectivement s'il y a d'autres signes de SOPK. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une triade qui définit le SOPK, définition. Voilà. Et donc après, effectivement, si c'est un endométriome, on va avoir une prise en charge. SOPK, c'est différent. Et du coup, les kystes, les endométriomes, justement, on les opère systématiquement ou pas? Non, pas du tout. Quand il y a plus ça, non. Pas du tout, parce que justement, toute chirurgie de l'ovaire, on sait maintenant qu'on va perdre
un petit peu de réserve ovarienne. Donc, on perd d'un point au niveau de l'AMH. Donc, surtout, on ne va pas opérer systématiquement. On a maintenant le Dienogest qui permet de diminuer la taille. Oui, on a des questions là-dessus. Oui. Est-ce que Voilà, ça peut diminuer sous traitement ou naturellement? ah oui, donc ça, c'est des données qui reviennent à la mode. C'est-à-dire que certains traitements peuvent diminuer un petit peu la taille de certains kystes endométriosiques. En gros, on les opère quand ils sont très volumineux, très symptomatiques. Et on les opère quand ça gêne la prise en charge en AMP. Et on En fait aide attention médicale à la procréation, ouais. à différentes façons de les opérer parce qu'on peut enlever le kyste, mais on s'est rendu compte qu'en fait, comme il y a des zones très adhérentes du kyste à l'ovaire normal, de temps en temps, on peut enlever un peu d'ovaire normal. Donc, il faut être de savoir enlever un kyste. Des fois, on peut le brûler. Des fois, on peut simplement l'ouvrir largement pour l'évacuer et laisser la possibilité de la prise en charge en AMP. Donc, tout ça va dépendre, pareil, des paramètres de fertilité, de la gêne des patientes, de la réponse, par exemple, à un traitement médical. C'est sûr qu'à 3-4 cm, on ne va plus l'opérer. Hein. D'accord. 6 cm, la question va se poser. D'accord. Alors après, il y a d'autres patients qui posent, d'autres femmes, là, plusieurs questions qui portent sur les symptômes, et en particulier des patientes qui, pendant les règles, n'ont pas de douleur de règles à proprement parler, Ouais. mais ont des douleurs quand elles vont à la selle ou quand elles urinent. Et puis, une jeune femme qui pose une question relative à ce que lui a dit son médecin traitant, qui lui a dit que ces douleurs, elle a des douleurs thoraciques qui surviennent pendant les règles, qui ont été explorées, on n'a pas trouvé de cause, et son médecin généraliste lui suggère de demander à son gynéco si ça peut pas être de l'endométriose. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes les autres douleurs qu'on peut avoir qui ne sont pas des douleurs de règles? C'est le panorama symptômes. Il y a une triade, douleur de règles, douleur pendant les rapports, douleur quand on va à la selle, et éventuellement douleur urinaire. Donc ça, c'est les signes assez typiques quand ils sont associés. Après, on peut avoir plus ou moins certains symptômes. Si on n'a pas du tout de douleur de règles, on se repose quand même la question, est-ce que c'est vraiment une endométriose ou d'autres choses? Donc là, l'imagerie va beaucoup nous aider. Oui. Et douleur au niveau thoracique, même pneumothorax, surtout pendant les règles, on va se poser... C'est fréquent? C'est pas si rare que ça. C'est pas fréquent. J'ai plus le pourcentage en tête. Mais... Alors, l'endométriose, c'est une pathologie qui touche quand même par ordre de fréquence. Le principal organe touché, c'est l'ovaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Donc, ça sera les deux choses que vous verrez dans vos comptes rendus pour celles qui ont malheureusement déjà eu des explorations pour endométriose. Après, il y a des atteintes qui sont quand même beaucoup moins fréquentes. Par exemple, on sait que l'atteinte digestive, qui est quand même quelque chose de classique, c'est que 5% des patients. Donc, on sait que c'est quand même rare. Et puis, il y a des symptômes très particuliers, comme par exemple des douleurs de type de sciatique qui sont pendant les règles, des sciatalgies, des lombaires. Ça peut être des lombalgies. Et c'est vrai que le caractère rythmé par les règles doit alerter. Et là, c'est important de le mentionner quand vous voyez votre médecin parce que du coup, on a des examens qui sont très spécifiques. Quand on explore une douleur thoracique habituellement, on ne fait pas d'IRM, on fait des scanners par exemple ou d'autres examens. Quand on a une suspicion d'endométriose diaphragmatique, c'est souvent ça en fait qu'on trouve quand il y a des douleurs qui sont comme ça thoraciques qui sont liées à l'endométriose, on va faire des IRM, des coupoles. C'est un examen d'IRM un peu particulier. C'est très important. Oui. On ne va pas faire les mêmes séquences, nous, en radiologie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une IRM d'endométriose qu'on va forcément rechercher ces atteintes-là qui sont très hautes et qui nécessitent que nous, on fasse des explorations très particulières. Donc, en fait, à partir du moment où les douleurs et les symptômes sont rythmés par les règles, on pense toujours à l'endométriose. Oui. Et c'est très important de le mentionner. Oui, l'élément majeur, c'est ce que nous, on appelle des symptômes cataméniaux qui arrivent pendant les règles. Donc, dès que c'est rythmé par les règles, tout de suite, c'est suspect d'endométriose. D'accord. Localisation, parce que je lis le chat. Cicatrice de césarienne, oui. Ça peut être dans la paroi abdominale, mais ça peut être aussi sur la cicatrice utérine. Donc ça, on en a. L'autre localisation que j'ai lue, racines sacrées, oui, et ça fait des sciatiques. Et même enlever ces lésions-là. Et là, c'est évident que c'est le centre expert qui va faire ce type d'intervention. C'est très complexe. Donc, voilà. Et donc, toutes ces localisations, on choisit le niveau d'expertise aussi en fonction de ça. D'accord. Et alors, on a aussi énormément de questions sur la grossesse. Oui. Donc, il y a une jeune femme qui demande si ça augmente le risque de grossesse extra-utérine.
on a des femmes qui nous posent la question de savoir si ça a des conséquences pendant la grossesse et d'autres qui voudraient savoir comment ça évolue, comment l'endométriose évolue après la grossesse. Alors, pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle la lune de miel de l'endométriose. C'est-à-dire qu'on va Ouais. Pourquoi? Parce qu'on est imprégné de progestérone, qui est un des traitements médicaux Ah ouais. pour soulager les… Voilà. Par contre, ça peut revenir, évidemment, dans le postpartum, une fois que on a fini, par exemple, l'allaitement. Donc, ça va revenir. Donc, on sait que c'est une parenthèse enchantée. Deuxièmement, l'évolution. Bah, globalement, on ne peut pas prévoir une évolution. De temps en temps, assez rarement, ça peut le terme m'échappe, mais ça peut un petit peu gonfler et devenir mou, se désidualiser, voilà, je le retrouve. Donc, bah, nous, on peut le retrouver s'il y a une indication de césarienne, on peut retrouver des lésions un peu, voilà, qui ont un peu changé d'aspect. Quelle autre question? Est-ce qu'on peut avoir des grossesses extra-utérines? Les grossesses extra-utérines, elles vont être liées à des adhérences des trompes. Donc, ça peut arriver chez des patientes qui ont des hydrosalpinx, des hématosalpinx, c'est-à-dire dans les trompes avoir du sang, ou si elles ont des trompes qui sont attirées en arrière de l'utérus avec des adhérences qui sont un peu coudées. Voilà. Après, c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est l'infertilité, mais ça peut arriver de temps en temps. Et c'est important. Si vous avez une grossesse en fait, qui débute, c'est important de préciser que vous avez de l'endométriose et des endométriomes avant, parce qu'on sait que, tout à l'heure Cyril parlait de désidualisation, on peut avoir comme ça des impacts et des modifications des kystes qu'on peut détecter en fait lorsque l'on fait l'échographie du premier trimestre. C'est très important d'en parler en fait quand c'est le cas. Alors des fois on est amené, parce que l'aspect est vraiment très atypique, à demander des examens complémentaires, des IRM. L'IRM pendant la grossesse, on peut en faire, mais on évite. On attend le deuxième trimestre, on l'injecte pas, et donc dans ce cas-là, en fait, le risque de fœtus est quasiment nul. Donc c'est vrai qu'on peut tout à fait être amené à faire des examens complémentaires sans que ce soit problématique pour la grossesse. Parce qu'ils deviennent quoi, ces kystes endométriosiques pendant la grossesse? Alors, ce qui se passe, c'est que l'imprégnation de progestérone, la désidualisation, font que les parois vont s'épaissir et vont se festonner. Ça peut ressembler à comme des petites végétations. Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une transformation en une pathologie? Parce que c'est inquiétant. Voilà, exactement, parce que c'est inquiétant. Et donc, on est obligé de faire des explorations pour être sûr que ce n'est qu'une transformation de l'endométrium liée à l'imprégnation de progestérone pendant la grossesse. Mais il n'y a pas plus de complications. Oui? Non, allez-y. Et il n'y a pas plus de complications pendant la grossesse, d'accouchement prématuré, de contraction? On nous pose des questions sur des saignements pendant la grossesse. Ouais, Est-ce que… pas vraiment. Ce qui peut arriver quand la paroi de l'utérus est atteinte d'adénomiose, c'est qu'on va avoir une hémorragie de la délivrance. Enfin, il y a quand même quelques pathologies, mais je dirais que ce n'est pas la majorité des cas. C'est pareil, ça dépend quelles sont les atteintes, où elles sont, si c'est dans le cul-de-sac vélico-utérin, si c'est dans la paroi de l'utérus. Donc, moi, je préfère rassurer l'ensemble des femmes. Quand vous avez une endométriose et que vous êtes enceinte, ne vous attendez C'est bon signe. plus de complications globalement, à part des cas très particuliers. Qu'est-ce que je lisais d'autre? Non, faites pendant la grossesse, au contraire, ça va vous améliorer les symptômes. Et il n'y a pas de risque. Et alors, on a d'autres questions à un autre âge de la vie, en particulier l'adénomiose, qui se développe un peu plus chez les femmes d'un âge plus avancé. Oui. Et il y a Camille qui demande comment se soigne une adénomiose et s'il faut obligatoirement retirer l'utérus, en particulier au moment de la ménopause. Et est-ce que ça peut provoquer des cancers de l'utérus? Alors, juste un petit mot sur l'adénomiose. L'adénomiose, c'est vrai que c'est souvent confondu avec l'endométriose, c'est vraiment une autre pathologie. Et on sait que l'adénomiose, c'est quoi? C'est que, en fait, ce qui normalement en fait, est évacué lors des règles, les saignements, du coup, ils vont de façon anormale rentrer au niveau du myomètre et donc créer une réaction. Le myomètre n'est pas d'accord et donc du coup, il s'hypertrophie l'utérus et donc du coup, ça crée des douleurs. On peut avoir… Alors, on a un problème de connexion avec le professeur Touboul et le professeur. Donc, on a eu un problème. On va essayer de se connecter sur un autre compte pour clore ce live et répondre encore aux dernières questions.
Euh, les médecins sont très bons pour prendre en charge l'endométriose et un petit peu moins pour faire des lives Instagram, sur le point technique, j'entends. Alors, je vais de mon côté le contacter. Voilà, c'est parfait. Très bien. Donc, on va pouvoir reprendre le live avec le professeur Cyril Touboul qui se connecte. Voilà. Je vous rassure. Hein. Déjà, je suis très content d'avoir réussi à me servir aussi de mon compte pour faire ce live. Bravo. Mon compte. Tu sais que donc dans l'adénomiose, il y a deux formes d'adénomiose. L'adénomiose qu'on rencontre, c'est la jeune fille. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des formes d'adénomiose très précoces. Et après, c'est vrai que l'adénomiose, c'est un petit peu le pendant quand on a eu plusieurs grossesses. Le placenta s'infiltre et donc du coup, la conséquence, c'est qu'il peut y avoir des adénomioses qui surviennent justement à la suite du phénomène de grossesse successive. Pour le traitement. Donc, l'adénomiose, c'est sûr que ça survient plus tardivement. Si vous voulez une image, c'est que l'utérus devient un peu une éponge. Il se gonfle de sang et de temps en temps, ça sort violemment et il y a des saignements importants. Alors, le challenge pour les patientes chez qui la ménopause va arriver, c'est d'attendre la ménopause, puisque au moment de la ménopause, il n'y aura plus de symptômes, puisqu'il n'y aura plus du tout de simulation de croissance de la muqueuse utérine. Donc, on fait tout. Alors, si c'est à 50 ans et qu'on sent que la ménopause va arriver, on fait tout pour temporiser. Si maintenant c'est à 40 ans, là, aïe, 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 il faut attendre un petit peu. Alors, pour attendre, qu'est-ce qu'on fait? On peut donner des traitements médicaux. C'est un peu les mêmes traitements, sauf que le stérilet DU-levonorgestrel, là, prend toute sa place, le stérilet Mirena. C'est une de nos meilleures armes pour l'adénomiose. Les traitements chirurgicaux locaux, comme les petites caméras dans l'utérus, l'hystéroscopie, ça marche pas très bien parce que l'adénomiose est un facteur de risque d'échec d'une résection d'endomètre ou d'une destruction de l'endomètre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là, quand il y a une maladie non contrôlée avec beaucoup de saignements, des anémies, qu'on va se poser la question de l'hystérectomie. Alors, derrière, les analogues de la GnRH. Donc, les analogues, c'est des médicaments qui donnent une ménopause artificielle. Donner sèchement un analogue, je suis pas pour. D'ailleurs, le collège ne le recommande pas. C'est 6 mois maximum d'analogue. Sauf quand on est proche de la ménopause et qu'on adjoint ce qu'on appelle une add-back thérapie, c'est-à-dire un peu de traitement hormonal en plus. Et donc là, oui, pourquoi pas essayer de jouer la montre et d'attendre la ménopause. Voilà. Et il y a encore une question. Alors, ça fait beaucoup de questions et on vous prend beaucoup de temps aussi. Il y a encore une dernière question peut-être sur l'adénomiose. Est-ce que ce serait une cause de fausse couche? L'adénomiose comme cause de fausse couche. Alors ça, c'est une très très bonne question. D'accord. En théorie, oui. Je ne suis pas du tout un expert de l'exploration des fausses couches et je ne peux pas dire de bêtises. Donc je vais botter en touche. Eh ben, très bien, on botte en touche. Bon, écoutez, on a plein de questions, mais je crois qu'on a répondu à beaucoup d'entre elles. Ouais, donc on va vous remercier très très chaleureusement pour vos explications qui étaient très claires. On est ravis. Et demain, on reparle du traitement chirurgical avec le docteur Dounia Scali. Mais en tout cas, Monsieur Touboul et Madame Thomasin, on vous remercie très chaleureusement. Eh bien, Véronique, merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Alors, comment on fait ? C'est bon.